Bien, nous reprenons sur l'exercice d'une onde électromagnétique qui arrive en incidence normale sur un métal réel. Donc je vous rappelle ce qu'on avait fait pour l'instant. On avait considéré l'onde électromagnétique et on avait calculé à l'aide des conditions limites les amplitudes des champs réfléchis et transmis pour obtenir donc les coefficients de réflexion et de transmission sur les amplitudes et plus exactement les amplitudes des champs électriques. Alors on va poursuivre l'étude par une partie un peu plus technique sur le calcul de la pression de radiation. Alors la pression de radiation, on l'a déjà rencontrée dans l'exercice sur la voile solaire dans le chapitre sur les ondes électromagnétiques dans le vide. Et en fait, lorsque vous avez un métal, on avait fait pour l'instant le cas d'un métal parfait, mais lorsque vous avez un métal, disons, je vais le situer avec une surface qui serait ici, et donc le métal serait ici, et qu'une onde arrive, et qu'une onde arrive sur le métal, vous pouvez toujours voir la situation comme des photons, d'accord, qui viendraient taper la paroi, et on peut faire par un calcul corpusculaire l'action des photons sur la paroi et en déduire donc en fait on calcule l'action de la paroi sur un photon, on en déduit donc la force exercée par la paroi sur le photon, réciproquement on obtient la force exercée par un photon sur la paroi, et en sommant le nombre de photons qui arrivent, le nombre de photons dépendant de la puissance de l'onde, de l'onde incidente, on en déduit en fait l'action de l'onde sur l'objet, disons, réfléchissant. Alors ici, on va en fait faire un calcul très similaire, mais par une autre méthode. On va essayer d'obtenir un résultat tout à fait équivalent, mais par une méthode ondulatoire. Donc en fait, on se rappelle qu'on a une onde incidente. On va représenter le champ électrique, disons ici EI, d'accord, et ici ER. Ce serait essentiellement les vecteurs d'onde, mais disons l'onde incidente, l'onde réfléchie, et puis l'onde qui est transmise. Et l'idée, c'est de voir qu'on va pouvoir, en fait, on va montrer qu'on peut calculer l'onde, on peut calculer l'effet de l'onde sur la plaque, mais par une méthode ondulatoire. Alors, l'idée va être la suivante. Dans un premier temps, on va s'intéresser à un petit volume. Et on va se dire, bien, il y a un petit volume dans le métal, et on sait qu'au sein du métal, si on dit que ceci c'est UZ, le champ électrique était sur UX, et si on ne se trompe pas, UY doit être comme ceci, et là ce sera la direction du champ transmis. Donc nous avons au sein du métal un champ électrique et un champ magnétique. L'idée en fait c'est de considérer la force qui va s'exercer sur un petit élément de volume dV, qu'on va appeler delta, on va appeler donc cette force delta F, qui résulte de l'action des champs électriques et magnétiques, et on va essayer ensuite d'intégrer sur tout le dispositif. Donc l'idée va être la suivante, je vais commencer par m'intéresser à l'aspect magnétique. Alors je sais que si je considère, pour l'instant, on va considérer une particule de charge Q, donc j'imagine que dans le métal, il y a une particule de charge Q, concrètement ce sera un électron, et de vitesse moyenne V. En fait, bien, on sait que la force magnétique qui va s'exercer sur cette particule, ce sera en fait simplement la force magnétique, ce sera bien la charge de la particule, la vitesse de cette particule, vectorielle, le champ magnétique qui ici est le champ magnétique transmis. C'est en fait la partie magnétique de la force de Lorentz. Alors ça c'est pour une particule. Mais maintenant il faut que je m'intéresse au cas de ce petit volume. Et donc je suppose que dans ce dispositif, j'ai en fait, donc je dis que dans dV, il y a en fait n dV particules. Comment ? Avec petit n ici, qui est la densité particulière. Et donc finalement, la force magnétique qui va s'exercer sur ce petit volume sera en fait donc delta F magnétique, ce sera en fait
vous prenez le nombre d'électrons présents, NdV, vous multipliez par la force qui s'exerce sur chaque électron, c'est-à-dire QV vectoriel B transmis, et en réorganisant un petit peu les termes, ça va faire NQV vectoriel B transmis dV. Et en fait ici, qu'est-ce qu'on va reconnaître? Vu que n'oublions pas que les ions sont fixes dans le métal, donc en fait les seules particules chargées, ce sont les électrons. D'accord? Quand je dis particules, en fait, j'entends électrons. Et donc finalement, ceci, ce sera le vecteur courant de particules, par vecteur courant électrique. Ce sera le vecteur courant électrique, d'accord, vecteur densité volumique de courant électrique NQV, sachant que seul, en fait, on pourrait calculer le terme pour les ions, mais en fait, ils sont fixes, donc ça fera la densité d'ions qui est identique à la densité des électrons si chacun libère un électron, la charge de l'ion qui sera opposée, mais la vitesse sera nulle. Donc on n'a bien que ce terme-là pour la partie magnétique, et ça fera en fait J, le vecteur courant qui apparaît dans la loi d'Ohm locale, vectoriel, le champ magnétique dans le conducteur, D de V. Donc voilà pour la partie magnétique de la force. Alors on pourrait se dire, mais ne doit-on pas tenir compte aussi d'une force électrique? Eh bien pour la force électrique c'est un peu différent, car quand on étudie le métal, on l'a vu dans l'étude du métal réel, dans le cours, on sait que pour un métal, sauf dans l'étude qu'on fait pour des fréquences raisonnables, on sait que la densité de charge peut être prise égale à 0. Donc en fait, si vous considérez la petite force électrique, eh bien ça sera en fait la charge locale du petit volume, ρ dV fois le champ transmis, et ce terme-là fera donc 0 si on suppose que le métal est localement neutre. C'est toujours la même idée, c'est que en fait, le métal est localement neutre, mais ça n'empêche pas que vous ayez en fait un courant, parce que les électrons bougent sans que les ions ne bougent. Voilà. Donc finalement, et en fait cette force ici, delta Fn, c'est la force totale delta F, et c'est la force de Lorentz en fait qui s'explique sur ce petit volume, enfin c'est la force de Lorentz intégrée sur un ensemble de particules, donc je vais remettre ça en rouge, c'est le résultat important à ce stade. Sur un petit élément d de V, le champ électromagnétique, magnétique pour le coup, exerce une force delta V qui vaut J, le vecteur courant, vectoriel le champ magnétique transmis, dV. Et simplement, si je remplace par la loi d'Ohm locale, j'ai dans l'exercice un gamma 0 pour la conductivité électrique, fois le champ transmis, vectoriel B de C, dV. Et ça, c'est delta. Donc ça, c'est la petite force. On peut déjà encadrer ce résultat ici. D'accord. Voilà. Alors, voilà ce premier résultat. Eh bien, maintenant, l'idée, alors, notez bien qu'ici, pour l'instant, il faut bien sûr travailler avec les grandeurs réelles, car nous avons un produit, donc il ne faudrait pas écrire E bar, D bar. Bien attention ici, tout ça, ça doit être fait en réel. Alors, les champs électromagnétiques varient à une fréquence importante dans du mégahertz, du gigahertz, voire plus si ce sont des ondes lumineuses. Donc, en fait, on s'intéresse souvent à la moyenne dans le temps. Alors, on peut donc continuer un petit peu le calcul de ce delta F, d'accord, la petite force qui s'exerce sur ce petit volume, et la calculer en moyenne dans le temps. Donc, je vais continuer un petit peu le calcul, je repars de l'encadré en rouge, mais partant de cet encadré en rouge, je vais maintenant essayer de moyenner cette force, car c'est ça qui va m'intéresser. Donc, je vais en fait faire une moyenne de la force delta F, toujours sur ce même petit volume, moyenné dans le temps. Or, je sais que si je m'intéresse à ce calcul-là, alors bien sûr, chacune des grandeurs est une fonction de z et de t. Je ne l'avais pas forcément écrit pour des soucis plus rapides, pour être un peu plus rapide, mais attention qu'a priori, ces grandeurs sont des fonctions de z et de t. Et ce sont des grandeurs qui dépendent sinusoïdalement du temps. Donc on sait que cette formule bien utile dans ce cas-là, ça fait 1/2 de, alors gamma 0 je peux le sortir, ce sera fait, de la partie réelle, on prend l'un des champs, donc on prend les deux champs en complexe, mais on prend un des champs comme ceci, et l'autre terme, on doit prendre son conjugué. Voilà.
Voilà la formule pour l'instant, et je n'oublie pas le délai. Donc je poursuis le calcul ici, et pour poursuivre le calcul, eh bien simplement, dans un premier temps, je vais simplement me rappeler que le champ magnétique, ce n'est pas n'importe quoi par rapport au champ électrique. Donc vous avez le champ électrique, et vu que c'est l'onde transmise, nous avions trouvé, on peut revenir un petit peu au-dessus, nous avions trouvé le résultat qui est sûrement encore écrit quelque part, il est écrit ici, pardon. Voilà, nous avions ce résultat-là pour le champ magnétique transmis, en fonction du champ électrique transmis également. Donc ça fait en fait, je repars d'ici, donc K bar de T, d'accord, tout ça doit être, donc je vais conjuguer après, d'accord, oméga, vectoriel, E bar de T, mais attention qu'on doit considérer le conjugué, donc quand vous avez un produit, le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués, donc là, il faut que je mette étoile, et ici je mets étoile, qui en physique signifie pour nous le conjugué. Vous mettez avec un barre au-dessus en mathématiques. C'est une question de convention. Donc je poursuis le calcul. Alors, on peut bien sûr tenter la formule double produit vectoriel. Alors si on n'est pas trop à l'aise avec ça, on peut toujours faire à la main. Donc je vais faire à la main pour vous montrer comment faire. Je sors donc le oméga qui est un réel. Et j'ai réel de, alors, ET bar, je peux écrire ET bar et c'est selon UX. Vectoriel, par contre, il faut bien respecter l'ordre. On aura K bar, c'est en fait K bar de T et il est étoile et il est selon UZ. La propagation se fait selon UZ. Vectoriel, le champ électrique conjugué, donc c'est E bar T et donc mais étoile, bien sûr, mais UX reste UX. Et maintenant, lorsqu'on le DV ici, et maintenant lorsque je calcule le produit vectoriel, vous voyez, ce UZ et ce UX vont faire du UY, et quand je recombine le UX avec le UY, je vais donc finir avec du UZ. Voilà. On va lire tranquillement. Par contre, il faut bien faire ce terme-là d'abord et l'autre suivant. Vous ne pouvez pas changer les parenthèses dans le double produit vectoriel. Donc, arrivé ici, je peux reprendre ici et j'obtiens finalement, alors, gamma 0 sur 2 oméga, partie réelle de, j'ai ET bar étoile, donc ça c'est le module au carré du champ transmis, tout champ transmis avec l'amplitude, l'exponentielle de oméga t. J'ai K bar T étoile, et donc UZ dV et UZ qui peut sortir également. Et maintenant, arrivé ici, donc je sors ce terme-là, et je me souviens que K bar de T, c'est 1 moins I sur delta, l'épaisseur de peau. Donc j'ai beau prendre le conjugué, ça ne change pas la partie réelle. Et donc finalement, je vais avoir, vous voyez, gamma 0 sur 2 oméga. Je sors le module de T bar carré, qui est réel. Et quand je prends la partie réelle, donc dans ce qui me reste ici, il me reste à considérer la partie réelle de ce terme-là. La partie réelle de ce terme-là, vous l'avez ici, d'accord? Donc finalement, on obtient finalement ceci, si je n'oublie pas en route. Donc j'aurai delta qui va sortir, 1 sur delta, donc partie réelle. Il me reste un dV, et puis le UZ. Alors sans surprise, cette force est forcément, qu'on fait le calcul du produit vectoriel, si vous veniez à faire une erreur, cette force est forcément selon UZ et selon les plus UZ, car ça va être moins évident en termes d'ondes électromagnétiques, mais si on revient à un modèle avec des photons qui viennent taper sur la paroi, les photons qui viendraient taper sur la paroi et rebondir, on comprend bien que les photons, ils vont pousser, je vous rappelle que UZ est comme ceci, les photons vont forcément pousser la plaque vers les plus UZ. Donc, bien sûr, vous devez trouver un plus UZ à la fin. Donc on arrive ici pour le résultat. Voilà. Donc ça, c'est déjà cette première expression. On a trouvé ce résultat-là, le delta F, d'accord? Donc le delta F, c'est en fait gamma 0 sur 2 oméga delta, module de T bar carré, UZ, et le dV, et je crois que je vais vérifier, mais je crois que je n'ai pas oublié trop de termes. Ok, donc on va encadrer ça, c'est notre résultat intermédiaire pour l'instant. D'accord, on arrive ici, et le rouge aurait été mieux, mais c'est pas très grave, d'accord? On pourra faire avec ça. Donc maintenant, l'idée c'est que cette force, c'est la force sur ce petit élément.
qui est ici. Et maintenant, je dois intégrer, donc on va considérer que le métal a une largeur. Ici, on va supposer qu'il y a une section S, et je dois intégrer sur toute la profondeur, d'accord, en Z, du métal. Le métal est ici, d'accord, et je dois intégrer sur toute cette partie hachurée, d'accord, sur une section S en XY, et sur une longueur allant de 0 à l'infini. Bien sûr, le champ électromagnétique décroît très rapidement dans le métal, mais finalement, il est aussi simple de calculer l'intégrale qui sera en exponentielle sur l'ensemble du domaine. Alors avant de faire ça, je vais peut-être un peu quand même retravailler l'expression du champ. On va revenir sur l'expression du champ électrique qui est ici. Donc on avait l'expression du champ électrique ET bar qui est ici, d'accord, avec le KT bar qui était ici. Donc je vais quand même retravailler un petit peu avant de faire l'intégrale. Je me suis un peu précipité. Je ne dois pas oublier que ET bar de Z et de T, C1, donc E0T bar, bon, exponentielle I oméga T, alors il y a le terme réel qui est en moins Z sur delta, ça c'est la partie de propagation, et vous avez le terme imaginaire qui donne en fait, avec le I en facteur, un terme réel, d'atténuation, un petit vecteur ici, ce sera mieux, et tout ça était selon X. Alors là, faire attention quand on va prendre le module au carré, donc de l'amplitude qui est ici, donc ça c'est le terme qui m'intéresse, c'est ce que j'ai appelé en fait E bar de T. Donc quand je calcule le module au carré de E bar de T, j'aurai donc module au carré de E0T bar carré, d'accord? Et il faut bien faire attention que ce terme-là, quand j'en prends le module au carré, ce terme-là fera 1, mais il ne faut pas oublier, d'accord, ce terme-là. Ce terme-là ne fait pas 1, d'accord, parce que vous le prenez module au carré, et vu que c'est un réel, ici vous avez un terme en exponentielle moins 2z delta. D'accord? Et tout ceci peut se réécrire finalement. Donc module de t bar au carré fois, je vous rappelle que ça c'est E0, oui, E0 était réel, on ne peut pas mettre le module au carré parce que E0 bar t, c'était par définition t bar E0i, exponentielle moins 2z sur delta. Je peux donc maintenant, donc je remplace l'expression qui est ici, d'accord? Cette expression qui est là correspond à ce terme-là, voilà, et que je vais réinjecter. Et maintenant, je peux donc intégrer sur le... donc en fait, excusez-moi, alors j'ai une petite erreur ici, donc c'est pas très grave. Voilà, ça c'était bon, par contre, excusez-moi. Là, il y a bien la moyenne, donc simplement dans la formule que j'ai écrite avant, je vais remettre en rouge parce que j'avais oublié. D'accord, je vais corriger, c'est bien la valeur moyenne qui est ici. Voilà. Donc je reprends ensuite, et donc maintenant, ce qu'il me reste à faire pour trouver la force totale qui s'exerce sur la plaque, ça va être en moyenne, d'accord? Les fréquences sont extrêmement élevées à notre échelle, d'accord? Donc en fait, c'est l'intégrale, alors, sur l'ensemble du volume du conducteur de delta F d2V. Mais simplement, l'intégrale sur... On peut réécrire simplement une intégrale sur Z parce que finalement, l'intégrale sur X et Y sera en fait triviale. Vous aurez le delta moyenne de delta F, aussi une moyenne ici, delta F UZ, et en fait, je peux directement intégrer sur XY qui va donner un S directement, et en fait, je peux imaginer que si mon système c'est ça, voilà, comme ceci, je peux faire une tranche comme ça, et je peux considérer directement, c'est pas très droit, enfin bon, la section S et le dz, ce qui me fait directement un volume dv qui est directement en fait un S dz, et en fait je peux dire préintégrer sur xy parce que la force ne dépend pas de x et de y. Donc maintenant si j'en reviens au calcul, j'ai donc gamma 0 sur 2 oméga delta, je sors donc le module de t bar carré, E0i carré, je sors la section, et il me reste le UZ que je vais écrire ici, et il me reste en fait l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2z sur delta dz. Alors pour faire ce terme-là, on fait une primitive, et puis vu qu'on intègre à l'infini et en 0, si on ne se trompe pas, je vous laisse vérifier, mais on doit arriver en fait, si on ne se trompe pas, et si on ne sort pas de la tablette, on doit arriver à 2 oméga delta, module de t bar carré,
E0i carré S et il doit sortir un delta sur 2. D'accord? Et le tout sous l'angle Z. Et ça doit être correctement intégré. Donc finalement, pour la force moyenne qui s'exerce sur le dispositif, j'arrive finalement à gamma 0. Alors les deltas vont se simplifier. J'ai donc en fait, oui, donc c'est bien ça, ça va faire delta sur 2. Et lorsque je fais le calcul, donc pardon, excusez-moi, là ok, on va reprendre où on était arrivé. Donc on était arrivé là, donc c'était bien exact, mais j'ai eu un petit doute à un moment. Donc je reprends l'expression car il y avait une petite correction à effectuer ensuite. Donc vous voyez, gamma 0, donc le gamma 0 est ici, gamma 0 ici, 2 oméga ici, 2 oméga 0 ici, E0i carré, E0i carré, module de t carré, module de t carré, et le S, hein, la surface, je ne vais pas confondre, la section sur 2. Là, c'est la section sur 2 et UZ. Voilà. Alors, simplement, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire une petite remarque qui est de dire que, voilà, cette remarque qui est écrite ici, c'est que lorsque vous avez une onde électromagnétique, une OPPH, on sait que la densité volumique d'énergie, ça vaut epsilon 0, l'amplitude au carré du champ électrique sur 2. Donc en fait, on peut appliquer une petite correction ici. Je vais multiplier par epsilon 0 en haut et en bas, et en combinant ce epsilon 0, le 2 qui est là et le E0i carré qui est là, hein, ces trois termes qui sont là, je fais apparaître EI. Et bien sûr, j'ai dû corriger du epsilon 0, donc qui réapparaît ici. Voilà. Et donc, finalement, j'ai donc ce terme-là qui apparaît avec le epsilon 0 corrigé, et je recopie le reste. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme ça nous donne la force en fonction de la densité d'énergie électromagnétique de l'onde incidente, et donc en gros, combien d'énergie transporte l'onde. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est traiter un cas particulier pour simplifier encore un peu plus la formule. On peut se rappeler que si on revient un peu plus haut, mais on commence à faire pas mal de choses, donc il faut revenir jusqu'ici. On a la formule de T bar, et on va supposer, comme le propose l'énoncé, de prendre la limite où K bar T, C sur oméga est grand devant 1. Donc finalement, T bar dans ce cas-là, se simplifie dans cette approximation-là où on suppose que le module de K bar T oméga C est grand devant 1. On peut négliger le 1 au dénominateur et on peut approximer le coefficient de transmission sur le champ électrique en 2 oméga sur K bar T fois C. Donc finalement, si je remplace, ça va faire gamma 0, epsilon 0 oméga, je laisse EI qui est en fait une donnée, hein, fois 1,5 fois la section, qui est plus ou moins arbitraire finalement, et le module de t au carré nous fera 4 oméga carré sur c carré, module de k bar t carré. Alors maintenant, il faut se rappeler que k bar t, c'est 1 moins i sur delta, ce qui fait que le module au carré de k bar, bien si on prend ceci au carré, ça fera 1 plus 1 au carré, ce qui fera 2. Ça fera 2 sur delta carré, ce qui me permet maintenant de réécrire encore un petit peu les termes. D'accord? Donc on continue sur la réécriture des différents termes. J'arrive donc à donc gamma 0, epsilon 0, oméga, donc moyenne de I, S sur 2, fois, je vais tout écrire et après on simplifiera, 4 oméga C carré, fois, et donc j'écris delta carré sur 2, et je vais donc opérer déjà quelques simplifications. Je vais donc avoir le 2 avec le 2 avec le 4, l'exposant qui est là avec le oméga qui est là, c'est déjà pas mal. Donc ça nous donne en fait du gamma 0 sur epsilon 0, moyenne de I,
oméga le S sur C carré fois delta carré. Et j'ai dû oublier là, ici, il doit y avoir un UZ parce que c'est un vecteur dirigé selon UZ. Ok, donc là normalement ça doit être correct. Et maintenant pour terminer, eh bien, ce qui me reste à faire, donc pas confondre ici, c'est un delta, d'accord, alors que là c'est S. Il me reste simplement maintenant à se rappeler que delta, hein, c'est racine de 2 mu 0, gamma 0 fois oméga, qui est expliqué dans le cours sur le métal réel. Donc pour le delta carré, ça nous fera donc du 2 mu 0, gamma 0, oméga. Et donc finalement, gamma 0, epsilon 0, EI, oméga S sur C carré, fois, et delta carré fait donc 2 sur mu 0, gamma 0, oméga UZ. Et là, on est à peu près arrivé au résultat. Donc, on peut simplifier certains points. Hop, on va donc avoir le gamma 0 qui disparaît. On a le oméga qui disparaît. Le mu 0, epsilon 0 fait 1 sur C carré. Avec, on sait que C carré, c'est 1 sur mu 0, epsilon 0 d'après l'équation de Maxwell. Et, enfin, l'équation d'onde issue des équations de Maxwell. Donc, ça et ça disparaît. Et finalement, j'obtiens que la force qui s'exerce en moyenne sur le métal vaut en fait 2 EI S sur UZ. Et simplement, pour terminer, si je considère la pression étant une force, donc on va mettre la norme de la force par unité de surface, donc par la surface, j'obtiens en fait que la pression c'est 2 fois EI, et donc la pression de radiation c'est 2 fois EI, et on voit que la pression de radiation est directement liée à la densité d'énergie volumique du faisceau, et donc aussi à sa puissance. Là, vous pouvez vous reporter, d'accord, à un exercice classique, par exemple, sur la voile solaire, où ce calcul est souvent fait sous la forme corpusculaire, mais vous verrez que vous trouverez un résultat tout à fait équivalent. Voilà, donc on a un système un petit peu technique, hein, surtout les calculs là, vous ne pouvez pas en oublier à la fin, mais en fait c'était uniquement l'intérêt de cet exercice, c'est de montrer qu'on peut en fait faire un calcul à base de photons, ou tout aussi bien faire un calcul donc corpusculaire, je veux dire, et donc soit faire un calcul à travers les ondes électromagnétiques et obtenir dans les deux cas bien un résultat cohérent sur l'action, et on trouve bien de façon évidente que, enfin, en tout cas, la force est selon UZ, hein, d'accord, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et que assez classiquement, donc si vous voulez une voile solaire, ben, vous avez intérêt d'avoir une grande voile avec une section importante, vous avez intérêt de bien l'orienter par rapport au flux solaire, et vous avez intérêt d'avoir un flux électromagnétique important pour avoir une densité d'énergie importante pour que l'effet soit maximal. Voilà pour cet exercice.